Ça peut affecter à qui on accepte ou non d'offrir des services, comment on gère un cas particulier. Et c'est accepté aujourd'hui qu'on puisse dire, il y a des gens que je ne traiterai pas parce qu'ils n'ont pas les opinions. Ça ne devrait pas l'être, mais c'est certainement toléré. C'est-à-dire que c'est un discours qui devient peut-être pas majoritaire, mais qui est très présent, sans gêne, sans la moindre gêne. Ces gens-là ne voient pas le problème avec leur point de vue. Donc, de dire, par exemple, moi, je refuserais de traiter quelqu'un qui a voté conservateur, ça ne semble pas leur poser problème. Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle édition de Contact que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes habituelles ou, si vous le choisissez, sur YouTube pour nous voir en boni. Notre invité cette semaine, je vous le présente, Martin Drapeau. Il est psychologue, professeur de psychologie du counseling et de psychiatrie à l'Université McGill à Montréal. Il a été vice-président de l'Ordre des psychologues du Québec. Ses travaux de recherche publiés dans plusieurs revues savantes aussi. Mais ce sont probablement des articles, publiés dans le quotidien Le Devoir, qui ont eu le plus de retentissement et l'ont fait connaître d'un plus vaste public. Des articles qui n'étaient pas liés à vos recherches, mais davantage, Martin, à l'état de l'enseignement dans les grandes universités et certainement une des plus prestigieuses en Amérique, McGill. C'est ce qu'on dit à tout le moins. Oui, merci de l'invitation, Stéphane. Bonjour, Martin Drapeau. C'est ce qu'on dit à tout le moins parce que vous doutez que McGill soit encore une grande institution d'enseignement? En fait, non, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais par contre, je soulèverai quelques questions quant à l'influence des idéologies américaines qui sont déplacées tranquillement vers le Canada de par la proximité linguistique. Forcément, les universités anglophones comme McGill sont plus affectées, oui. Comme le serait à Montréal aussi, alors Concordia. Concordia aussi, dans une certaine mesure. McGill, je pense qu'on a été chef de file là, en termes de politique autour de ce qu'on appelle l'EDI, l'équité, diversité et l'inclusion, de la littérature, des programmes sur les microagressions. Donc, on a vraiment importé ça des États-Unis. On l'a appliqué tel quel ici, sans prendre en considération, je pense, le contexte québécois. Parfois, on néglige peut-être les particularités du Québec, au-delà des particularités de la langue, mais les particularités culturelles aussi. On parle beaucoup de multiculturalisme. J'ai des collègues qui enseignent le multiculturalisme à McGill parce que ça fait partie du programme, mais c'est vraiment un modèle très canadien. Donc, on ne parle pas de l'interculturalisme québécois avec des points de référence, des totems auxquels on peut se référer ici au Québec, la langue, la démocratie, l'égalité, les hommes, les femmes. Donc, il y a des différences culturelles comme ça. McGill, je pense, est plus susceptible d'adhérer à ces modèles-là. On le voit très bien dans les politiques qui ont été mises de l'avant. On a écrit tout récemment un article avec Arnaud Bernadet en littérature qui portait justement sur la business des EDI. Donc, qu'est-ce que vous entendez par la business des EDI pour ceux qui ne seraient pas initiés? Parce qu'il y a tout un jargon aussi qui vient dans ces combats. Certains diront vertueux, qui font progresser, d'autres moins. Vous en êtes peut-être. Quoique, avant même de parler de ça ou d'aller dans le détail de ce que vous avez écrit avec votre collègue, au départ, tout blanc, cis, que je suis. Et que vous êtes, je le dis évidemment avec ironie pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous étiez ouvert à cette idée que le monde, effectivement, avait peut-être besoin d'être un peu bousculé? On avait déjà collectivement adhéré à l'idée de faire en sorte qu'il y ait une plus grande équité entre les hommes et les femmes, par exemple. Il y avait même de la discrimination positive dans plein de programmes d'embauche. Est-ce que ça a fait son temps? C'est une autre question, mais à une époque, c'était considéré comme nécessaire. Il reste quand même du travail à faire, mais oui. Donc, est-ce que vous étiez ouvert à cet agenda politique progressiste? C'est-à-dire, l'élan initial, je pense qu'on est tous d'accord. La plupart des gens vont être d'accord pour dire qu'on veut une société plus équitable, plus juste. C'est pas là la question. La question, c'est comment on le traduit en politique, comment on le traduit en programme. C'est là où il y a achoppement. Donc, dans le cas de mon programme, donc si je fais référence aux 2 premiers articles que j'ai écrits, c'était un système de pointage à l'effet que on valorise dans une certaine mesure le mérite, parce que ça prend aussi certaines qualités pour devenir psychologue. Et là, on parle de l'accès au programme, oui. En doctorat? Ça, c'était pour la maîtrise, mais essentiellement, ce sont les mêmes critères qui s'appliquent pour les 2 programmes. En psychologie? En psychologie, oui. Donc, habituellement, on va valoriser des choses comme l'expérience clinique, le bénévolat, les centres anti-suicide, prévention du suicide, travailler avec des personnes âgées. Donc, les gens qui ont eu une exposition à des populations, une patientèle clinique.
des gens qui ont fait de la recherche, qui s'intéressent à la recherche en psychologie, des gens qui ont fait du bénévolat professionnel, c'est-à-dire qui s'impliquaient dans différentes associations professionnelles. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on valorisait. Avec le système de pointage qu'on voulait mettre de l'avant, qui a été mis de côté fort heureusement. On excluant la personne qui me parle. Oui, j'étais à toute fin utile presque le seul à m'opposer à ça. À tout le moins publiquement, et je ne dirais pas juste publiquement, mais même en réunion, parce qu'on s'est retrouvé dans une situation de vente aux enchères, c'est-à-dire que les gens disaient, par exemple, mais il faut donner plus de points à une personne qui appartient à un groupe minoritaire. Bon, il faut donner plus de points à certaines personnes en fonction de leur religion, la couleur de leur peau, mais c'était devenu presque risible. J'ai des collègues qui disaient, mais là, il faut donner plus de points aux femmes monoparentales, mais pas aux hommes monoparentales, parce que selon cette personne-là, une collègue, donc les femmes monoparentales souffriraient plus. En fait, davantage que les hommes monoparentaux. Donc, et comment on mesure cet indice de souffrance? Puis, mais je fais très attention parce que je suis certain qu'il y a des gens qui vont nous écouter, très attentifs, qui pourraient être blessés de ce qu'on est... Oui. Qu'on questionne même cette idée. Mais le problème que j'ai, moi, c'est comment on mesure effectivement ces différentes souffrances. Mais la réponse toute simple, c'est du cas par cas, c'est de l'individu. Ce qu'on faisait, par contre, dans notre programme, c'était pas du cas par cas. Donc, chacun a son parcours. On peut avoir nos particularités, nos difficultés. On peut venir on peut avoir une enfance troublée, difficile. C'est pas ça l'enjeu. Donc, ça, en principe, lors d'une entrevue, on pourrait l'évaluer. Ce qu'on faisait dans ce cas-ci, c'est que comme on cherche à simplifier, bien, on sursimplifie, puis on donne des points en vertu de la catégorie, tout simplement, à laquelle on appartient. Donc, si vous êtes noir, si vous êtes musulman, si vous êtes de tel ou tel groupe culturel, forcément, indépendamment de votre vécu individuel, forcément, vous êtes opprimé. Forcément, il y a du racisme, de la discrimination systémique à votre endroit. Forcément, ces gens-là sont pénalisés. Or, moi, j'ai des étudiants de tout acabit dans mon laboratoire, des gens qui viennent un peu partout. Indépendamment de la couleur de leur peau, de leur religion, il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup de potentiel et qui ont réussi, puis c'est ce qu'on voulait mettre de l'avant. Donc, en sursimplifiant, ce qu'on fait, c'est qu'on place les gens dans les cases. Et puis, en vertu de cette catégorisation, puis complètement indépendamment de leur histoire individuelle, ben on leur donne ou on leur retire des points. Et ou même de leurs compétences objectives? C'est-à-dire que les compétences avec le système de pointage, comme c'est la psychologie, l'admission au programme, c'est extrêmement compétitif. Donc, chaque point compte. Donc, les points qui étaient accordés à ça et aussi à une adhésion à ce que moi je qualifie d'une version assez radicalisée de la justice sociale, faisait en sorte que les points qui étaient rattachés à l'expérience, au mérite, par exemple, étaient insuffisants. Donc, on pouvait être dépassé dans le virage par une qualification qui serait différente, qui pourrait être liée à son... Je n'allais même pas à dire son histoire personnelle, mais à son identité. Oui. Et vous dites, et là, c'est probablement plus pervers, à l'adhésion aussi, à une forme d'idéologie. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le présenter? Oui, c'est exactement comme ça qu'il faut le présenter. C'est-à-dire qu'on met de l'avant, puis ça a été repris par différents organismes, puis on le retrouve dans différents programmes. Donc, il faut adhérer, il faut faire une espèce il faut plaider allégeance à une philosophie. Plaider allégeance, c'est quand même beaucoup, là. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans les admissions, on questionnait les gens sur leur tendance à endosser des politiques EDI, avoir une perspective anticolonialiste, anti-oppression. Donc, toujours, le fond est toujours très bon. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des gens qui, forcément, sont... évidemment, qui font preuve démontrent des préjugés, mais ce qu'on veut, c'est des gens qui... Ouverts certainement, en tout cas, à cette vision la psychologie, c'est ça. La psychologie, c'est ça. Il faut faire preuve constamment d'ouverture. Mais là où ça devient, puis j'ai un peu de longueur d'avance dans notre conversation, parce qu'on s'est parlé une fois à mon émission télé, Le Monde à l'envers, et vous me disiez, mais dans l'absurde, il faut faire très attention aussi à ce qu'on dit, parce que ce système de pointage, finalement, n'a pas été adopté, mais dans l'absurde, on aurait pu, et on se retrouve peut-être aujourd'hui en face d'étudiants au plus haut niveau en psychologie qui pourraient faire le choix de ne pas traiter certaines personnes parce qu'elles n'ont pas l'opinion politique que ces éventuels psychologues jugeraient adéquate. Oui,
C'est exactement ça. Donc, moi, j'ai eu plusieurs... En fait, les exemples, ils abondent quand même. Par exemple, ça peut affecter à qui on accepte ou non d'offrir des services, comment on gère un cas particulier. En C'est fait, accepté aujourd'hui qu'on puisse dire, ben, il y a des gens que je ne traiterai pas parce qu'ils n'ont pas les opinions. bien, ça ne devrait pas l'être, mais c'est certainement toléré. C'est-à-dire que c'est un discours qui devient peut-être pas majoritaire, mais qui est très présent, sans gêne, sans la moindre gêne. Ces gens-là ne voient pas le problème avec leur point de vue. Donc, de dire, par exemple, moi, je refuserais de traiter quelqu'un qui a voté conservateur, ça ne semble pas leur poser problème. Le problème, essentiellement, c'est pas nécessairement ce qu'ils disent, parce que ça, en principe, on pourrait le corriger. C'est que le groupe, de façon générale, craint de prendre position, craint, puis quand je dis le groupe, ça comprend mes collègues aussi, craint de dire, bien, écoute, là, on va un petit peu trop loin, là, ça n'a plus de sens. Quand on dit qu'on ne peut pas appeler les premiers répondants pour un patient suicidaire parce qu'il est noir, parce que forcément, il va y avoir de la brutalité policière, quand on dit qu'on Parce peut que pas... ces premiers répondants seraient probablement des Les policiers. policiers, bon, puis on connaît tout enfin, le dialogue, Ou l'absence de dialogue. l'absence de dialogue. Donc, quand on dit, par exemple, qu'on peut pas, on ne devrait pas appeler la DPJ lorsque c'est un jeune maltraité parce qu'il est amérindien, autochtone, parce que forcément, ben, c'est une extension des pensionnats. Donc, ces gens-là, finalement, prennent des décisions cliniques qui ont un impact direct sur la qualité des services. Alors, est-ce qu'on est à la marge en ce moment quand on parle de ces choses-là? Parce qu'il faut aussi replacer les gens qui aujourd'hui sont aux manettes, qui sont susceptibles de traiter ou qui le feront de plus en plus, parce qu'on parle de nouvelles cohortes. Ouais. Est-ce que ce sont donc des gens qui auraient cette vision des choses à la marge ou de plus en plus, ça pourrait devenir une norme? Je pense que ça se généralise. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, jamais on n'aurait entendu ça, jamais de la vie. Tranquillement, il y avait Mais je peux postuler, puis je m'excuse, c'est Oui, oui. brutal de vous Vas-y, interrompre, mais je peux postuler que dans l'histoire de l'humanité et des idées, il y avait probablement sur les campus américains dans les années 60, fin 60, Ben début oui. 70, des choses qui étaient inimaginables 10 ans avant et Ouais. qui pourtant aussi positivement changé le monde. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, pinçons-nous le nez? Ça dépend, ça dépend. Donc, il faut prendre un peu de recul, par exemple. Il faut se dire, c'est quoi la mission qu'on a comme professionnel, par exemple. Je ne sais pas, si on prend quelqu'un qui est un juriste, un avocat, c'est la justice. Si on prend un médecin, c'est atteindre une certaine santé ou maintenir la santé. La psychologie, c'est la science du comportement, changer le comportement, comprendre le comportement. À partir du moment, par contre, et puis il y a toute la question de la justice sociale, où on veut une plus grande équité sociale, une plus grande justice. On veut que les gens vivent en plus grande harmonie, en principe. Et donc, dans une santé psychologique meilleure, parce que pas montrer du doigt pour ce qu'ils sont, jamais les essentialiser, en fait. C'est ça, mais le problème, c'est lorsque la mission, la raison d'être, ce qu'on appelle le télos, si vous voulez, d'une profession ou d'une discipline vient contaminer celle d'une autre. Par exemple, si on dit dans le monde des affaires, le but, la raison d'être, c'est de générer de la richesse. Bon, c'est parfait. Elle peut informer la médecine. Donc, on peut informer les médecins dans la mesure où on peut leur dire, par exemple, écoutez, vos interventions médicales sont trop coûteuses, il y a moyen de faire de façon plus économe. Par contre, si on vient le substituer complètement, là, ça devient problématique. Ça va faire un médecin qui traite pour faire de l'argent, pas pour soigner. C'est la même chose avec la justice sociale. À partir du moment où elle vient se substituer à la raison d'être d'une autre profession, c'est-à-dire que la psychologie devient plus une discipline qui vise à comprendre et puis à changer le comportement, puis éventuellement atteindre une certaine santé mentale, ça devient une discipline axée sur l'anti-oppression, l'anticolonialisme, donc une confusion vraiment dans la raison d'être. Puis ça, on le voit de plus en plus. On le voit de plus en plus. D'ailleurs, la Société canadienne de psychologie, ils ont tout récemment émis leurs nouveaux critères d'agrément pour les programmes universitaires. On parle toujours des compétences de base qui sont absolument cruciales, mais on parle aussi de plus en plus d'une perspective, d'une attitude anticolonialiste aussi. Et donc, ça vient teinter la perception qu'on a de la relation avec le patient et Oui. de ce qu'on peut se permettre ou pas avec ce patient. Mais aussi de ce qu'on peut se permettre d'aborder ou non. Aussi, c'est toute la question de la parole, mais aussi la compréhension qu'on peut avoir plus dynamique du fonctionnement du patient. Donc, on se retrouve dans des situations où on réduit le patient, l'individu, à un groupe auquel il appartient. Donc, or, la psychologie, c'est vraiment... C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est ça. C'est du cas par cas. Donc, c'est de comprendre... Il n'y a pas de règles, que des exceptions. Exactement, c'est exactement ça. Alors là, on se retrouve avec des jeunes. Et puis pour les jeunes psychologues, en tous les débuts d'exercice ou en fin de formation,
c'est rassurant parce que ça simplifie beaucoup les choses. On a l'impression d'avoir compris quelque chose, puis on n'a pas besoin de s'exposer aux particularités du patient avec toute sa souffrance, toute sa complexité. On a déjà des règles. Donc, vous êtes de tel groupe, forcément, vous avez... Ça induit quelque chose. Eh oui, ça induit quelque chose. Alors, dans les choses que vous avez dites ou écrites dans le devoir, puis on reviendra à ce papier, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas l'oublier. Quand vous dites, il y a un business aussi qui vient avec ces nouvelles... non pas le règle, mais pratique. Oui. EDI, c'est ça? Oui, EDI, équité, diversité, inclusion. Voilà. Vous disiez dans un article du Devoir qui a attiré l'attention sur vous, délibérément exclure les Blancs en raison de leurs privilèges blancs, les hommes en raison de leur toxicité masculine, les francophones à cause de leurs lois discriminatoires enfreignant les droits des anglophones et des allophones, les hétéros en raison de leurs privilèges cis. Et là, il y a toute une liste. On pourrait dire, bien, il s'est défini, là, il s'est décrit. Enfin, je ne veux pas rentrer dans votre vie sexuelle, mais je fais la présomption que vous parlez un peu de vous. Puis, je ne veux pas vous accabler, mais effectivement, il y a une catégorie d'individus. Puis, je réponds présent aussi à ça. Puis, on est toujours les mêmes aussi à se gratter un peu la tête, puis à se dire, est-ce que le monde est tombé à l'envers ou est-ce que... Mais est-ce que notre perspective nous rend aveugles? Je mets toutes les hypothèses sur la table. Est-ce qu'elle nous rend aveugles? Est-ce qu'effectivement, nos privilèges font qu'on a un angle mort qui nous fait mal voir le monde? Et quand vous décrivez ce qui peut arriver, parce qu'à la clé, vous disiez, les chances qu'un homme répondant à ces catégories soit sélectionné dans le programme, si on avait adhéré à ces nouvelles règles de sélection, étaient nulles. Il n'y aurait pas eu un Québécois francophone. À toute fin utile, oui, c'est ça. Puis un autre risque, avec un impact sur la santé des Québécois, c'est qu'on sélectionne beaucoup de gens qui iront travailler éventuellement ailleurs. Ça, c'est un autre problème majeur. On sait qu'on est en pénurie de psychologues, de professionnels de la santé mentale. Donc, ça, il faut quand même être tolérant à cet endroit-là, à cet effet-là, parce que l'Université McGill, c'est quand même une université anglophone, internationale. Donc, on forme beaucoup de professionnels qui, ultimement, vont quitter le Québec. Mais dans ce cas-ci, on peut quand même soulever la question. Je ne connais pas la réponse nécessairement, mais... Dans un contexte de pénurie de professionnels à la santé mentale, dans un contexte de pénurie de psychologues, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire en sorte, l'université étant à quelque part une institution qui rend service aussi à l'État, financée par l'État, financée par vos impôts, mes impôts, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à ce que l'université, dans une certaine mesure, à tout le moins, forme des professionnels qui vont profiter au bien-être de la population? De la collectivité. Ouais, c'est ça. Dans un contexte où... Je peux me tromper là, dans les statistiques, mais on est à peu près à 20 mois d'attente, je pense, dans le public pour certains services en psychologie. Oui, même 24 mois, des fois 2 ans. Ouais. Combien? C'est long, oui, 6 à 24 mois dans le système dans public. Votre programme, parce que ces gens qui sortent de McGill auront le droit de pratiquer comme psychologue, vous en diplômez combien par année? C'est une bonne question parce que c'est toute la question du contingentement. Donc, une cohorte typique au premier cycle, donc là, on part du bac, c'est entre 300 et 500 étudiants. Et ces gens-là n'ont pas le droit de pratiquer comme psychologue? Non, ça prend un doctorat. Au Québec, ça prend un doctorat depuis 2006. Certaines universités, la plupart des universités, ont fait un passage direct du bac au doctorat. Donc, on complète le bac, on rentre tout de suite au doctorat. Ça prend à peu près 6 ans, 7 ans pour faire le doctorat. Donc, en tout, c'est une dizaine d'années d'université. McGill, dans mon programme, on a conservé, pour des raisons qui sont uniques à notre programme, une maîtrise. Donc, c'est bac, maîtrise et doc. À chacune des étapes, donc on part du bac avec un groupe énorme, 300 à 500 étudiants. On tombe à peu près à 20 à la maîtrise, puis à peu près 4-5 au doctorat. Donc, le contingentement fait en sorte... 4-5? 4-5, oui. Donc, en moyenne, j'imagine que logiquement, chaque année... À peu près. Il y a 4-5 psychologues diplômés de McGill. Pas de McGill, de mon programme. Il y a un deuxième programme de psychologie aussi qui diplôme des psychologues. Mais ça reste quand même des nombres qui sont très, très bas. Très, très bas. Et probablement en deçà de ce qui serait optimal compte tenu des besoins criants en santé mentale. Largement en dessous. Largement en dessous. C'est-à-dire que on estime qu'il y a peut-être 1000 psychologues qui sont en manque, qui seraient nécessaires... Qui manquent à l'appel. Oui, qui seraient nécessaires maintenant pour combler... Puis là, je parle juste du système public. Là. Je ne parle pas du système privé. Il y a à peu près 1000 psychologues. Donc, ces gens-là, ces postes-là ne sont pas comblés. Donc, ces gens-là n'offrent forcément pas de service. Hein. Alors, on parle de ce qui est, au départ, votre pain et votre beurre, c'est-à-dire la pratique de votre métier, de votre profession, former des élèves. Avez-vous déjà pensé dans votre vie, puis on pourra peut-être revenir un peu en arrière, que vous seriez un jour un personnage controversé? Absolument. Aviez-vous ça en vous? Jamais.
Jamais, jamais, jamais. C'était extrêmement difficile justement pour ça. Parce que d'une part, je n'étais pas préparé. Je n'étais pas parti en guerre. Je n'avais pas l'intention de partir en guerre. J'avais dénoncé quelque chose à l'interne sans que ça fonctionne. Ça me paraissait moralement aberrant. Et jamais j'ai pensé que la réaction à ces articles-là, que j'ai lus et relus et re-relus, serait aussi féroce, aussi féroce. Mais il y a dans votre vie un événement peut-être marqueur avant ça. Et vous n'êtes pas le seul impliqué dans, je ne sais pas si on doit parler d'un incident, mais dans l'histoire. Vous invitez à l'Université McGill, et vous n'êtes pas les seuls, le professeur Zucker. En fait, oui, une précision. Moi, je n'étais pas impliqué là-dedans. Donc, c'était un autre département, mais c'est l'Université McGill. C'était le département de l'unité de psychiatrie transculturelle. Donc, je n'étais pas impliqué du tout dans l'organisation. Mais est-ce que vous êtes éclabousé par cette histoire? Il me semble que... Oui, c'est-à-dire que, en fait, je pense qu'un des éléments déclencheurs des difficultés que j'ai pu vivre... Alors, qui est d'abord ce M. Zucker? Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ont cette patience, ça peut avoir l'air un peu spécieux, toutes ces affaires-là, anecdotiques. Oui. Mais en fait, dans vos univers, d'abord, c'est des bombes atomiques parce que ça a retenu beaucoup l'attention. Et au-delà de ça, ça nous informe du contexte qui, à terme, a de l'impact dans nos vies collectives. C'est ça. Donc, M. Zucker, médecin. C'est un psychologue et sexologue, donc qui était à Cambridge, qui est une institution très prestigieuse en Ontario, qui dirigeait la clinique de la sexualité et dans laquelle aussi on recevait des personnes qui souffraient de dysphorie de genre, donc des personnes qu'on dit souvent trans là, en langage commun. Et puis, cette personne-là, d'après ce que j'ai pu en comprendre, parce que je ne suis pas tout à fait expert, donc puis je ne le connaissais pas avant d'avoir vécu ce que j'ai vécu, cette personne-là, donc, avait fait l'objet d'une enquête suite à 2 plaintes, si j'ai bien compris, de parents qui, éventuellement, se sont rétractés. Donc, on a compris, suite à l'enquête, que finalement, les plaintes à son endroit n'étaient pas fondées. On l'a accusé d'être transphobe, on l'a accusé de maltraiter des enfants qui étaient en situation de souffrance extrême avec la dysphorie de genre. Éventuellement, il a été renvoyé par Cambridge, donc par son hôpital. Et puis, il y a eu une poursuite. Justement, la poursuite a démontré qu'il n'était pas dans le tort du tout. Il y a eu dédommagement. On lui a offert même de revenir, je pense. On lui a offert de revenir. On lui a offert une somme très considérable aussi pour compenser, avec les excuses aussi de Cambridge. Et puis finalement, lui, il a dit, moi, je retourne pas là. C'est un milieu qui est toxique, qui est malsain. Donc, il a quitté la clinique. Donc ça, c'est un peu son histoire. Maintenant, cette personne-là qui, encore une fois, je ne suis pas expert en la matière, mais avait été invitée par des gens de McGill à donner une conférence pour parler de la question de la transidentité. Il y a eu soulèvement des groupes de lobbying, étudiants notamment, qui ont voulu faire annuler, comme ça s'est fait tout récemment d'ailleurs avec la faculté de droit, on pourra peut-être en reparler, mais qui ont voulu faire annuler la conférence. Et puis, un de mes collègues à l'époque m'avait abordé, j'étais directeur des programmes des études graduées, et puis m'avait dit, il faut que tu m'endosses à titre de directeur pour qu'on puisse faire annuler cette conférence-là. Moi, je lui ai dit, je ne sais pas c'est qui ce monsieur-là, mais ça me paraît tout à fait contraire à la raison pour laquelle on est ici. Si tu n'es pas d'accord, va lui dire, va t'obstiner avec, va débattre, va discuter. Peut-être que tu pourrais comprendre quelque chose de son point de vue aussi. Mais ne le faisons pas taire en amont. Mais absolument pas. C'est contraire à l'idée même de l'université. L'université, c'est supposé être un lieu de débat, de discussion, d'échange, même houleux si c'est nécessaire. Donc quand on parle, on résume facilement souvent en disant la culture woke. Hein? Donc, cette culture un peu activiste, moi, je trouve qu'elle a sa place à l'université. C'est pas ça l'enjeu, c'est est-ce qu'on peut la contenir de façon à ce qu'on puisse quand même dialoguer. Donc, ces idées-là, on l'a vu, tu as fait mention un peu plus tôt, dans les années 60, sur les campus américains, il y avait des révolutions idéologiques. C'est parfait, mais il faut qu'il puisse y avoir un dialogue. Si on censure, puis c'est ce qui s'est passé avec ce cas-là, mais ça ne fonctionne plus du tout. On fonctionne constamment en silo. Et là, je fais un parallèle avec ce que tu disais plus tôt. Donc, est-ce qu'on est capable de sortir de notre schème moral pour comprendre l'autre? Bien, pour que ça se fasse, il faut qu'on puisse y parler à l'autre personne. Et qu'on ait accès à un espace de dialogue. Exactement. Donc, c'est clair que si on m'exclut d'entrée de jeu parce que je ne suis pas qualifié pour avoir cette conversation, il n'y a pas de chance qu'on puisse débattre. On ne pourra pas en débattre, mais surtout, même au-delà de débattre, simplement comprendre.
Et je ne pourrais même pas m'exposer à ce point de vue pour le comprendre. Exactement, exactement. Donc, on fonctionne en silo. C'est un peu comme sur Google, quand on parle des echo chambers, c'est-à-dire qu'on est toujours exposé au même contenu. C'est un peu la même chose. Donc, ces gens-là se retrouvent à fonctionner en petits groupes, toujours à être exposés au même point de vue, puis ils n'ont pas une ouverture à d'autres points de vue. Ce qui fait que le débat avance pas, le dialogue est impossible. Et est-ce que c'est un événement, donc, marqueur pour vous, dans la mesure où, à partir de ce moment-là, les lignes dans le sable sont très clairement définies? Parce que je sais qu'à titre personnel, il y a un prix à payer éventuellement pour cette affaire-là. Oui. Et ensuite, puis toute anecdote ne dit pas toute la vérité, mais je pense qu'on doit faire le détour par ce que ça a signifié dans votre vie, parce que ça marque un changement. Et puis peut-être, du point de vue de ceux qui n'aiment pas vous entendre, le début de votre radicalisation. Puis là, je mets des guillemets pour ceux qui ne font que nous écouter et qui ne me voient pas, mais il y a de ça un peu. Bien, écoutez, ça a été comme ça que ça a été amorcé autour de cet enjeu-là, autour de Zucker. Par après, ça a déboulé tellement vite, je n'étais pas préparé. Jamais j'aurais imaginé que tout d'un coup, de par ma réaction face à cette demande d'annulation d'une conférence, je serais... Refus de l'annuler, dans le fond. C'est ça. Je serais traité sur des enjeux que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais même pas Zucker à ce moment-là. Donc, je me suis renseigné par après. Mais jamais j'aurais pensé que de là, on tomberait facilement dans les attaques ad hominem, que j'étais transphobe. Que j'étais... Puis ensuite, ça déboule, parce que c'est pas suffisant, apparemment, pour ces gens-là de me dire transphobe. Donc, je suis devenu misogyne, sexiste, vous le nommez. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai des enfants. Est-ce que ça se rend en cascade jusqu'à eux, ce genre de trouble? En fait, ce genre d'affirmation-là, on a parlé en famille. Parce que ça devient public à un moment donné, donc on sait ça devient public, mais vous savez, ça, c'était peut-être le moindre mal. Le moindre mal, c'est que c'est très personnel, donc on ramène ça à la maison, puis j'ai trouvé ça très difficile de... Ils ont quel âge, par curiosité? 19 et 16. Est-ce qu'ils ont douté de leur père à un moment donné? Non, absolument pas. Absolument pas. Ils me connaissent bien, donc c'est pas ça du tout l'enjeu. Je pense que pour moi, ce qui était justement plus difficile, c'est pas nécessairement ce qui a été dit publiquement, mais c'est le fait de rapporter ces propos publics-là à la maison, de douter constamment, de me demander qu'est-ce que j'ai pu dire, on ressasse, on ressasse. Est-ce que j'ai pu dire quelque chose qui a été blessant? C'est l'examen de conscience perpétuel. Oui, parce qu'on cherche à comprendre pourquoi. Puis ça a été extrêmement difficile, extrêmement difficile. Comme je vous dis, je ne suis pas une personnalité publique qui conteste. Je n'ai pas l'habitude de contester grand-chose, pour vous dire franchement. Et puis là, je me retrouve face à une panoplie d'accusations. Sans trop comprendre. Puis il y a une dissonance, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas là-dedans. Donc, il y a un profond sentiment d'injustice. Ça, on m'avait dit que par moments, je pouvais être, je ne sais pas moi, un peu plus autoritaire ou un peu plus rigoureux, un peu plus obsessionnel. Je me connais quand même un peu. J'aurais dit, ouais, ça, je pense qu'il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Mais de me dire que je discrimine, que je suis contre les femmes, que je suis contre, différents groupes, peu importe ce qu'ils sont, puis ça ne collait pas du tout à ma personne. Au point de choisir de vous retirer à un moment donné. Oui, puis c'était rendu invivable. C'est-à-dire que forcément, comme ce milieu universitaire, il y a des cliques, il y a des groupes, il y a ceux qui croient, qui ont cru ces affirmations-là, il y a ceux qui ne les croyaient pas, et puis il y a un troisième groupe qui finalement dit, bien moi, je ne veux pas m'en mêler parce que je ne veux pas être la prochaine cible non plus. Ce que les gens disaient, d'ailleurs, il y a quelques personnes qui l'ont dit ouvertement, moi, je ne veux pas prendre position parce qu'après ça, je vais être la prochaine cible. Si je me prononce en réunion contre, par exemple, le système de pointage, est-ce que c'est moi qui va être annulé ou qui va être agressé ou intimidé par après? Donc, les gens préfèrent se taire. Diriez-vous que... Vous ne pouvez pas généraliser parce que vous n'êtes pas présent dans toutes les universités, mais qu'à tout le moins, dans votre faculté, la peur domine. Ah oui, ça, c'est absolument indéniable. C'est indéniable, mais dans toutes les universités, on peut déjà peut-être même commencer à répondre à cette question-là. Quand on regarde les données de la commission Cloutier sur la censure, si les gens censurent les autres et s'ils s'auto-censurent, je me permets de juste préciser encore une fois, peut-être pour ceux qui ne sont pas à suivre tous ces détails, commission Cloutier. Donc oui, c'est la grande enquête qui a eu lieu suite à la demande du gouvernement pour
se pencher sur toute la question de la liberté universitaire. Donc, un des éléments prédominants qui ont été mis de l'avant, c'est toute la question de la censure. Pourquoi est-ce qu'il faudrait protéger la liberté universitaire? C'est parce que forcément, il y a de la censure. Donc, c'est un peu la logique. Et puis, forcément, ça a mené à des enquêtes. Et puis, ces enquêtes ont démontré qu'effectivement, il y avait de la censure dans les universités. Maintenant, de mon côté, avec des collègues, on a fait une enquête pan-canadienne aussi. Puis du côté anglophone, la censure et l'autocensure sont encore plus élevées que ce qu'on peut retrouver du côté québécois francophone. Parce que culturellement, le terreau est plus fertile à cause de la proximité avec la culture américaine? Je pense que ça, c'est peut-être un élément de réponse. Un autre élément de réponse, c'est, je pense, la culture québécoise qui implique peut-être une certaine réticence aux formes d'autorité. Donc, peut-être que ça peut jouer ça aussi. Donc, le fait de se faire imposer un point de vue, de se faire dire ce qu'on peut ou ne pas dire, ça ne fonctionne pas. La proximité aussi, peut-être, avec les pays francophones. La France, on sait que c'est un pays où on aime beaucoup... Plus réfractaire. Mais on sait que c'est un pays où on aime beaucoup débattre. Hein? Donc, le côté peut-être un peu plus latin. Donc, enfin, peut-être qu'un sociologue serait mieux placé pour en parler, mais c'est clair que du côté des universités anglophones, c'est plus présent. Et puis que c'est présent dans nos universités au Québec. Vous avez parlé de censure et d'autocensure, et ça s'appuie sur des sondages qui ont été faits avec des étudiants et des professeurs, et des étudiants qui ont très clairement compris les enjeux aussi, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un risque à prendre la parole. Bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, si je peux faire le lien avec mon histoire, c'est-à-dire que j'ai pris la parole, on me l'a reproché. Essentiellement, c'est ça qu'on a fait. On m'a reproché d'avoir pris la parole. Et puis, bon, tous les professeurs qui voient ça, mais qu'est-ce qu'ils en comprennent? Mais on est mieux de se taire, c'est un peu ça. Donc, on peut imaginer que c'est encore pire, je pense, chez les jeunes professeurs qui n'ont pas encore la permanence. Moi, j'ai ma permanence, donc en principe... Pas à risque, théoriquement. En principe, je suis pas à risque. Donc, j'ai à la fois le luxe et la responsabilité de prendre la parole. Mais un jeune professeur qui espère obtenir la permanence éventuellement, bien, il garde sa queue entre ses jambes, puis il attend. Est-ce que vous êtes un furoncle au derrière de l'institution, pardonnez cette vulgarité, mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu cette perception que vous étiez désagréable pour l'institution, comme peut-être d'autres professeurs ailleurs ont ce sentiment d'ailleurs à l'université? Oui. J'avais compris que, en fait, ce qui se passait dans mon programme était révélateur de ce qui se passait plus largement au sein de l'université. Donc, je le vois aussi dans la mesure où on cherche à établir des ponts de communication. Donc, on organise une conférence au mois d'avril qui va porter sur la question des EDI, de l'équité, la diversité et l'inclusion, la parole, les différents points de vue, la liberté universitaire. Est-ce que ça ne serait pas la preuve qu'il y a encore de l'espace pour la liberté d'expression et la critique? Bien, on n'est pas rendu là. On l'organise. On verra au mois d'avril. Mais par contre, ce qui augure très mal, c'est que j'ai fait un appel à Angela Campbell, qui est notre vice-rectrice affaires académiques EDI. Je n'ai pas de réponse. Donc, je les ai invités à venir dialoguer. Il me semble que quand Comme si vous étiez dans des équipes adverses. Bien, c'est exactement ça. Puis les gens ne se parlent pas. Puis c'est un peu le problème avec ces politiques-là, c'est qu'elles nous viennent du haut. Il n'y a pas d'occasion d'en discuter, il n'y a pas de place, il n'y a pas de forum pour en débattre, pour les peaufiner non plus, parce qu'il y aurait forcément beaucoup d'ajustements à faire. C'est comme l'étape de la loi, ça apparaît un jour. C'est ça. C'est exactement ça. Ça nous est venu du ciel, enfin des États-Unis dans ce cas-ci, ça nous est venu du ciel, et puis de là découlent certaines politiques sans qu'on puisse en discuter. C'est arbitré quelque part, tout ça? Parce qu'à un moment donné, c'est comme si tout le monde avait reçu en même temps, c'est la formule un peu éculée, mais le fax. C'est-à-dire que tout le monde s'est à peu près mis, puis c'est, je dirais, vrai dans plusieurs institutions. Je ne vous demanderai pas de spéculer sur ce qui se passe dans nos musées ou ailleurs, mais c'est comme si soudainement, il y avait aux manettes, aux commandes, des gens qui, en tout cas, avaient toutes, pour l'essentiel, ces personnes, reçu les tables de la nouvelle loi. Oui. Je pense que, initialement, on va mettre quelque chose au clair, c'est-à-dire que l'idée initiale, le mouvement initial, il est très bon. Donc, ça, je tiens à le préciser. Le problème que j'ai, moi, c'est dans la façon de le faire. Donc, les gens voient... On ne peut pas être contre la vertu, de toute manière. Non, c'est ça, on ne peut pas être contre la vertu. Donc, les gens disent justement, pourquoi ne pas être plus vertueux? Pourquoi ne pas améliorer nos conditions de vivre ensemble comme communauté, comme collectivité?
Et puis, ils se tournent vers des gens qui ont proclamé avoir une certaine expertise en matière de DI. Or, ça se trouve bien souvent à être des perspectives qui sont un peu radicales et ça se traduit donc en actions qui sont mises en place dans différentes universités, dans différentes institutions. Et c'est là que vous parlez d'un La business. business, oui, c'est ça. Donc, on a vu à l'Université McGill, on a engagé des conseillers EDI. On ne connaît pas leurs qualifications. Je ne sais pas, est-ce que ce sont des psychologues? Je pense non, ce ne sont pas des psychologues. On pourrait imaginer que les psychologues, peut-être des sociologues, seraient bien placés pour pouvoir aborder ces enjeux-là, mais ils n'ont pas des formations de psychologues ni de sociologues. Donc, c'est des gens qui ont des formations obscures, qui disent avoir une expertise, qui sont engagés dans différentes unités, que ce soit à l'université, mais aussi dans des musées ailleurs. Et puis, de plus en plus, on voit des firmes privées maintenant qui font du consulting, donc de la consultation auprès des compagnies pour accroître tout ce qui est l'ouverture à la diversité et puis pour combattre les biais inconscients, les biais des employés. Donc, c'est vraiment rendu... Ça, c'est les pires quand on vient débusquer ce qui se tapit dans notre inconscient. Freud aurait fait une fortune à nous... Ben, c'est ça. Mais Freud, au moins, avait une formation. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il traquait autre chose aussi dans notre ça. inconscient, d'autres pulsions sans C'est doute. ça. Mais il y aurait autre chose que Freud, évidemment, ne voyait pas tout homme blanc cis qu'il était. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment devenu une business. Et puis, il suffit de faire une petite recherche Google pour voir les différentes compagnies qui ont été créées, des compagnies de consultants qui offrent la formation EDI. Et aujourd'hui, c'est un business, selon vous. C'est un Donc, business, est-ce qu'il faut se méfier de ça parce que c'est un business ou c'est, dans le fond, l'organe nécessaire qui suit un niveau de conscience altéré, puis on se dit, bien, ça nous prend des gens pour nous aider, nous accompagner? Bien, à partir du moment où il y a besoin, forcément, ça crée un créneau, ça crée une demande. Donc, ça c'est une bonne chose. Par contre, à partir du moment où on se retrouve à véhiculer des valeurs ou des concepts qui sont peu étayés scientifiquement, qui même, j'irais jusqu'à dire, qui divisent beaucoup. Donc, on parle beaucoup de cases à cocher, donc en fonction de notre appartenance culturelle, mais on ne parle pas beaucoup de ce qui nous rallie. Et puis, ce que je constate dans mon unité, mais aussi dans d'autres milieux, c'est que les gens de plus en plus fonctionnent en micro-groupes. Plutôt que de voir, bien, qu'est-ce que c'est, par exemple, que d'être québécois? Qu'est-ce que c'est que d'être universitaire? Donc, un niveau beaucoup plus méta qui permettrait de faire en sorte qu'on se rallie autour de valeurs. Mais j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'aujourd'hui, il est même problématique pour un professeur d'université de s'exprimer comme citoyen, comme si ça risquait de vous disqualifier dans ce qui est votre secteur de compétences. Puis on ne peut pas faire de généralisation, mais je sais que ce professeur de microbiologie, il me semble, à Laval, oui. M. Provost, je crois, qui est dénoncé, non pas sur la foi de ce qu'il fait dans ses classes avec ses élèves, mais pour ses propos sur la place publique, où il soulève des enjeux. Je peux imaginer que ça vous guette aussi, c'est-à-dire que vous êtes critique de l'institution, vous êtes critique aussi de certaines dérives peut-être qui sont présentes partout ailleurs, pas juste à McGill, et ça vous rend problématique pour l'organisation. Oui. D'où l'importance du projet de loi 32 sur la liberté universitaire. Parce qu'on ne vous a jamais, sur le fond de ce que vous enseignez, vous n'avez jamais été bousculé, on ne vous a jamais plaqué. Oh non, absolument pas. On n'a jamais dit que vous êtes un prof incompétent. Au contraire, ça fait 20 ans que je suis à McGill, j'ai été mis en nomination, j'ai reçu des prix d'enseignement, de supervision, donc c'est pas mes compétences L'année, justement, où j'ai été accusé d'être transforme, on m'a accusé aussi par, en fait, la même personne, de créer de l'anxiété chez les étudiants, d'être un mauvais superviseur, d'être un mauvais professeur. Et puis, c'est ironiquement la même année, des étudiants, de façon tout à fait indépendante, donc sans savoir ce qui se passait, m'ont mis en nomination pour un prix national pour la supervision de l'enseignement. Donc, on voit bien que finalement, deux choses. D'une part, la qualité de mon enseignement, je pense, est certainement adéquate. D'autre part, quand on part en guerre, comme ces gens-là l'ont fait, ils sont prêts à frapper un peu n'importe où pour que ce soit le plus blessant possible. Donc, remettre au nom d'un plus grand bien. Au nom d'un plus grand bien. C'est une des choses que vous avez écrites, des activistes censurant au nom d'un prétendu bien absolu. C'est ça. Mais c'est justement qu'on pense faire un bien absolu, qu'on tombe dans un mal absolu. Hein? C'est la seule façon de le justifier. Bien, c'est parce qu'il n'y a évidemment pas de petites économies quand on veut faire le bien absolu. On peut se permettre de se débarrasser, on peut se permettre de faire taire. Et si c'est toujours au nom, je reviens souvent dans mes conversations avec cet exemple, mais l'homme nouveau, on a essayé de le faire un peu partout dans l'histoire. Oui.
Puis ça s'est souvent fait Ça sur a des pas piles de cadavres. Ça n'a pas fonctionné trop. Non. Évidemment, il n'y a pas ici de cadavre Ouais. qui entre en ligne de compte, mais symboliquement, on peut mourir dans ces guerres-là. Oui, c'est ça. J'allais justement prendre la balle au bon parce que je pense que forcément, il n'y a pas de cadavre. Mais sur le plan émotif, si on pense à ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, donc la chargée de cours là-bas, mais un peu Madame partout Lieutenant aussi. Duval. Exactement. C'est extrêmement blessant. C'est extrêmement blessant d'être dans une situation où on est accusé de tous les maux. Donc, c'est pas vrai, je pense, de dire que En ce finalement, cas-ci, en il y a fait, pas c'est plutôt un mot que tous les mots. Oui, c'est ça, oui. Mais justement, c'est pas vrai de dire que c'est pas... c'est un sacrifice nécessaire, c'est indéfendable comme position. Avez-vous eu besoin de support Oui, psychologique? absolument. Oui, c'était extrêmement difficile. Oui. J'avais l'impression, d'une part, je ne comprenais pas ce qui se passait. D'autre part, les accusations qui étaient répétées et puis qui étaient, encore pire, reprises par des étudiants que je ne connaissais même pas, avec qui je n'avais jamais eu de contact. Pas d'interaction. Aucune interaction. Donc, des étudiants activistes qui, soit sont proches avec certains professeurs qui ont formulé les premières accusations ou qui, indépendamment de la véracité des accusations, disent « Ah, voici mon prochain combat », donc on se jette sur l'occasion. Donc, ça venait d'un peu de tous les côtés, des actes mineurs, pas majeurs, mineurs, de vandalisme, des papiers arrachés sur ma porte. Donc, c'est un stress constant. Arrivant en classe, à la maîtrise, puis là, je me dis, est-ce que c'est elle qui a porté plainte? Parce que j'ai su par après qu'il y avait des lettres qui avaient été soumises me traitant de Trumpiste. Demandant mon renvoi en réunion départementale. J'ai un collègue qui a demandé à ce que je sois censuré. Délit de Trumpisme. Oui, c'est ça, le délit de Trumpiste. Donc, j'étais un Trumpiste. J'étais un fan de Trump, selon ces personnes-là. Donc, ça, pour eux, dans leur imaginaire, là, c'est vraiment des choses qui sont toutes liées. Et puis, forcément, à partir du moment où on est un Trumpiste, ce que je ne suis pas du tout. Mais en même temps, vous auriez, dans un monde normal, vous n'auriez pas à Mais vous en défendre mais j'aurais non plus. pu l'être, c'est ça. Mais on sait très bien aussi que, puis ça, c'est tant aux États-Unis qu'au Canada, que les opinions politiques des universitaires sont très, très, très à gauche. Donc, les conservateurs dans le milieu universitaire, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, déjà là, le fait Est-ce d'avoir... que vous vous définissiez au départ comme un progressiste ou un conservateur? Plutôt progressiste, mais là, je viens que je ne sais plus, parce que, pour vous dire franchement, je me suis toujours considéré plus à gauche, et puis tout d'un coup, cette gauche-là à laquelle je m'identifiais est rendue presque à l'extrême droite. Le curseur s'est déplacé. C'est ça, le curseur s'est déplacé. Donc, je pense qu'il faut peut-être redéfinir, il faudrait peut-être se réapproprier la gauche modérée. Mais c'est ça, donc c'est extrêmement difficile. Et puis, on se pose des questions, on se demande ce qui se passe. Et puis, on perd du son. Le sommeil est affecté, les relations avec la conjointe, les enfants. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on le ramène à la maison. Soudainement, vous parlez de vous à la troisième personne, mais c'est un mécanisme. C'est un mécanisme, si j'étais le psychologue qui s'intéresse à vous, et c'est exactement vous êtes ça. en train de me raconter l'histoire de quelqu'un qui n'est pas exactement vous. C'est exactement ça. On appelle ça une intellectualisation. Donc, mais vous faites bien de le souligner. Donc, mais ça rend compte, je pense, encore du fait que malgré le temps qui s'est écoulé depuis, ça reste quand même très difficile de penser à ce que j'ai pu vivre à ce moment-là. Et d'autant plus que, comme je le mentionnais, ça reste présent. C'est-à-dire qu'en classe, j'ai l'impression de marcher sur des œufs. Est-ce que je vais choquer quelqu'un? Si je choque quelqu'un, il y a une plainte. Est-ce que ma directrice, le doyen vont me défendre quand eux-mêmes, j'ai l'impression, adhèrent à tout le monde dans une certaine mesure à ces idéologies-là. Donc, moi, le projet de loi 32, c'était une bénédiction. C'est-à-dire que, de toute évidence, les universités, notamment à McGill, je pense, ont échoué dans leur mandat. Les professeurs ne se sentent pas en sécurité de débattre. La censure existe. Les conférences comme en droit, encore une fois, c'est-à-dire les annulations se poursuivent. Ça s'est continué. À la faculté de droit. À la faculté de droit. Donc, ça prend un cadre pour rappeler aux universités, d'une part, leur mission, mais aussi, je pense, éventuellement, qu'il va falloir remplacer certains dirigeants universitaires qui ne comprennent pas tout à fait c'est quoi la mission de l'université. Ça, c'est un programme qui va vous faire beaucoup d'amis, Martin Drapeau. Vous savez, les amis, j'en ai des bons, puis je les conserve. J'en ai pas besoin d'autres pour tout de suite. Mais revenons à cette idée de la censure et de l'autocensure, Oui. parce qu'on a un peu ouvert sans aller au fond de l'histoire. Comment ça se manifeste, selon vous, chez les étudiants? Ah, mais les étudiants le disent, c'est-à-dire que... Ils le disent ou ils le disent pas? En fait, ils le disent en privé. Donc, un des bénéfices, je pense, ce qui a été très révélateur pour moi, c'est quand j'ai écrit le premier texte dans Le Devoir, j'ai eu plusieurs courriels
des rencontres avec des étudiants qui me disent « Ah, quelle bénédiction! » Parce que j'avais l'impression que tout le monde pensait un peu de cette façon-là, donc je n'avais pas le droit de m'exprimer. Et j'ai le droit à toutes sortes d'histoires. Les étudiants le disent. Quand on aborde certains enjeux autour du genre, la race, la religion, tout ce qui peut être un peu plus chaotique, clivant, les gens se taisent. Et ils le disent, on n'en parle pas. À un point tel que dans mon dernier plan de cours, j'ai mis noir sur blanc que tous les points de vue étaient importants et que chacun avait le devoir de s'exprimer indépendamment de son point de vue. Donc, c'était rendu là. Parce que souvent, dans les plans de cours, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut y créer un climat qui est non toxique, sécuritaire. On parle beaucoup de la sécurité. Comment ça se définit, la sécurité, dans un environnement universitaire? Parce que c'est toute la question. Je me suis souvent posé la question, à l'onde de ce qui se passe, pensant que les mots, par définition, ne mordent pas. Puis je comprends que c'est très provocateur de dire ça. Ils peuvent être blessants. On est tout à fait d'accord. Mais les rapports entre les humains peuvent être blessants. Les erreurs, les fautes de jugement peuvent être blessantes. Il y a plein de circonstances où on est exposé objectivement et subjectivement. Parce qu'on est ce qu'on est, quelque chose résonne qui n'aurait pas résonné sur vous, Martin. Ça m'aurait blessé. Enfin, après ça, j'accepte aussi qu'il y a des mots extrêmement blessants. Mais peut-on faire l'inventaire de tout ce qui, hypothétiquement, peut créer une agression ou une blessure? On va s'éviter ça. C'est pas juste ça, c'est que je veux dire, les idées peuvent être blessantes, mais c'est-à-dire qu'être exposé à une idée, quand je dis blessante, je veux dire choquante. Mais c'est comme ça qu'on parfait. Il n'y a pas d'autre moyen de parfaire notre pensée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'asseoir dans un coin puis réfléchir. C'est améliorer notre point de vue, aspirer à une plus grande véracité, à une certaine vérité, bien, ça prend un débat, ça prend un échange, puis ça implique qu'on accepte que le point de vue de l'autre puisse être un peu désagréable. Or, on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans. Donc, à partir du moment, moi, j'ai des étudiants qui, parfois, quand j'exprimais un point de vue, vont dire, bien là, je me sens pas confortable. La toute première fois que ça m'est arrivé, d'ailleurs, une étudiante, elle disait, je me sens pas confortable. Ma réaction était de dire, bien, voulez-vous sortir prendre un verre d'eau? Voulez-vous qu'on appelle la sécurité? J'avais compris qu'elle avait un malaise physique. Je n'avais pas du tout compris. Puis elle me dit, non, la thématique me rend mal à l'aise. Bon, ben... mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter le débat? Pour moi, non. Au-delà du débat, est-ce qu'il n'y a pas, puisqu'on parle de psychologie, possiblement beaucoup de choses qui peuvent créer le malaise? Si on rentre dans les pathologies sexuelles d'un éventuel patient, puis je dis pathologie pour rendre ça extrême... mais c'est même pas l'extrême, l'abus sexuel d'enfants. Oui. L'inceste, tout ce qui est violence. Alors, il y a des malaises évidents, mais est-ce qu'on peut en faire l'économie et sauter par-dessus ça si on traite? Absolument pas. Puis l'autre question, c'est est-ce qu'on veut juger? Parce que comme médecin ou comme psychologue, je peux avoir une opinion privée, mais comme traitant, si quelqu'un vient me voir, si un pédophile vient me voir en me disant « je ne veux pas agir sur mes pulsions je sais que je le suis. Est-ce que je le refuse parce que c'est un problème insurmontable et odieux ou je me dis, ben non, je n'ai pas de jugement à poser, je vais essayer de travailler avec lui pour l'aider? Mais la bonne réponse, c'est la deuxième option. Sauf que ce qui se passe, c'est que non seulement on dit, je refuse de travailler avec lui, mais on va parler, par exemple, il y a des situations où on encourage même les étudiants à dénoncer, non pas aux autorités dans ce cas-ci, mais par exemple, un patient qui tiendrait des propos homophobes. Non seulement on ne l'accueille pas avec ses propos homophobes, mais en plus... On le rééduque quant à son homophobie. Alors que la personne qui est homophobe, ben, elle exprime forcément un malaise, un conflit. Bon, ça peut être n'importe quoi, mais il faut être en mesure de l'accueillir pour le comprendre, pour l'aider. Si on fait on peut pas commencer par juger. On peut pas juger. Mais non, on peut pas juger. Éventuellement, j'imagine, comme citoyen, dans le confort de notre vie privée, on peut juger beaucoup de choses. Mais j'imagine, encore une fois, je mets peut-être des mots dans votre bouche, donc je me méfie de moi-même. Mais il faut accueillir, il faut tout le monde accueillir. On ne peut pas d'abord juger. Mais non, il faut accueillir, il faut essayer de comprendre. Je dirais, en psychothérapie, par exemple, il ne devrait pas y avoir le tabou. Les gens doivent pouvoir dire ce qui leur passe par la tête si on veut pouvoir les aider. S'ils se retiennent, mais il y a tout un pan de leur personnalité à laquelle on n'a pas accès. Et vous ouvrez là aussi un horizon qui est effrayant. Est-ce que la psychothérapie pourrait être condamnée à l'échec à partir du moment où on censure ce qu'on va vouloir se permettre de dire à la personne qui nous aide? Bien, ça, c'est un risque. Je ne pense pas qu'on est rendu ici au Canada, au Québec. Par contre, aux États-Unis, il y a de plus en plus d'écrits qui abordent la question.
à un point tel que maintenant, certains patients vont rechercher des psychologues, des cliniciens qui ont des affinités politiques, justement pour faire en sorte qu'ils puissent Comment on être... détermine ça? Bien, ils posent la question. Ils posent la question. Ils posent la question. Tout simplement parce qu'ils ont peur de se retrouver... Peut-être c'est plus clivé aux États-Unis, mais on ne veut pas, quand on est démocrate, se retrouver avec un psychologue qui va être républicain. Donc, Mais c'est de la maladie mentale pure et c'est dur, ça. En même temps, C'est une blague que je fais. Mais il y a quelque chose de très sain dans ça, pas dans le fait de devoir le faire, mais dans le fait de le faire compte tenu des circonstances. Pour éviter d'être jugé. Mais oui, puis avoir le meilleur service, pour être accueilli, pour être entendu, pour être compris. Il y a le risque à ce moment-là qu'on se complaise aussi dans des visions du monde qui sont complémentaires et qui... Parce que comment puis-je progresser si je ne fais qu'être entouré de gens qui m'admirent et pensent que je pense correctement? Oui, puis d'autant plus qu'en psychologie, on a quand même l'habitude, de par la profession qu'on exerce, d'aborder habituellement ces questions très délicates avec un certain doigté. Donc, par exemple, quand on parle d'abus sexuels en enfance, bon, c'est pas facile d'en parler, mais il se pourrait qu'il y ait dans la salle, dans la classe, un étudiant qui, à un moment donné, a vécu une certaine forme d'abus, une négligence. Donc, quand on l'aborde, on ne le fait pas de façon strictement théorique, on le fait de façon sensible. On est, enfin, tout le moins moi, et puis je pense que la plupart de mes collègues, c'est la même chose. On essaie de voir la classe, comment les gens réagissent, non pas pour changer le sujet pour éviter d'en parler, mais pour en parler de façon qui soit bien reçue par des personnes, notamment des personnes qui peut-être ont vécu une certaine expérience pour qui ça peut être désagréable d'en entendre parler. Donc, on est quand même sensible à ça. C'est pas un cri de ralliement à la liberté universitaire, j'ai le droit de dire ce que je veux comme je veux tout le temps. Non, je pense qu'il faut le faire avec sensibilité, il faut le faire avec doigté. Mais vous avez, il n'y a pas de mais, vous avez, fort de l'expérience ou affaibli par l'expérience, je ne sais pas ce qu'on doit dire, effectivement. Si on était nietzschéen, on dirait fort de l'expérience, puisque tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est un peu galvaudé, d'ailleurs, il n'a pas tout à fait dit ça. Mais donc, fort ou affaibli de cette expérience, vous avez décidé de créer un groupe de recherche qui s'intéresse justement à ces enjeux et particulièrement à la culture du bannissement. Où est-ce que vous en êtes? En fait, il y a plusieurs volets. Donc, il y a un groupe québécois qu'on est en train de fonder, il y a un groupe nord-américain et puis un groupe canadien. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir des lieux pour débattre ouvertement de certains enjeux qui sont plus délicats, que ce soit en psychologie ou dans d'autres domaines aussi, parce que ce n'est pas juste la psychologie qui est affectée par ces enjeux-là. Donc, on est en train d'organiser ça. On a fait une première conférence qui a eu lieu au printemps dernier, qui s'est très bien déroulée. On en fait une deuxième qui va avoir lieu au mois d'avril, qui va aborder ces mêmes questions-là. En parallèle à ça, on fait aussi, parce que moi, je suis quand même chercheur, on a développé un programme de recherche avec des collègues de diverses universités pour essayer de comprendre c'est quoi cette forme de polarisation-là, puis aussi quels mécanismes on pourrait mettre en place pour favoriser le dialogue. Parce qu'il faut qu'on trouve une façon de se parler au lieu de s'annuler, de se canceller, puis de se traiter de Trumpistes. Donc, il faut changer les choses. Donc, ça va de l'avant. On a eu une subvention aussi pour faire une recherche pour développer des mesures d'ouverture à l'autre, avec l'idée éventuellement de pouvoir mesurer si des programmes qui favorisent le dialogue peuvent permettre aux gens d'avoir une plus grande ouverture à d'autres points de vue. Donc, on est rendu là-dedans. C'est un travail de longue haleine, par contre. Est-ce que l'université est sensible à ce que vous faites? Est-ce qu'ils accueillent ça avec enthousiasme? Je ne sais pas. Pour ce qui est du colloque, je n'ai pas l'impression parce que je les ai invités soit à participer, ce qu'ils ont refusé, soit à me donner le nom d'un représentant de l'université qui pourrait participer. Donc, il n'y a pas eu de suite. J'ai demandé aussi même un financement minime, à tout le moins si on le compare aux montants qui sont investis dans toutes les politiques EDI. Et puis, j'ai pas eu encore une réponse positive. Au contraire, j'ai l'impression qu'on va refuser le financement. Donc, je ne pense pas, on verra la suite, mais je ne pense pas que l'université est encline à soutenir ce projet-là. Ça va être peut-être le grand écart, mais je sais qu'une des choses qui vous intéressait dans vos recherches, donc en dehors de ce que nous avons abordé aujourd'hui, la question de l'aide médicale à mourir. Oui. Mais ça vous a intéressé? Ça m'a intéressé. En fait, je ne dirais pas aujourd'hui que je suis à jour, que j'ai une expertise là-dessus, mais j'ai fait partie de... J'ai une curiosité profane, vous pourrez peut-être m'aider à comprendre. Je constate qu'en ce moment, nos voisins américains, peut-être pour des raisons politiques, sont plus intéressés
ou au fait de ce qui pourrait être associé à des dérives sur l'aide médicale à mourir au Canada que nous le sommes nous-mêmes. C'est-à-dire que je lis la presse américaine documenter l'évolution de la situation au Canada avec, je dirais pas davantage de rigueur, mais certainement d'intérêt que nous le faisons. Est-ce qu'on est, encore une fois, aveugle à quelque chose? Est-ce que c'est parce que c'est chez nous et qu'on ne doute pas du processus, qu'on ne se pose pas de questions et que pourtant, les Américains, eux, disent il y a quelque chose de bizarre au Canada. Et particulièrement pour des gens qui souffrent de maladies mentales et qui pourraient choisir... Ça, c'est un enjeu. Oui, qui pourraient choisir cette thérapie irrémédiable qui est la mort. C'est ça. Donc, j'avais fait partie d'une commission nationale. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas eu de réflexion, à tout le moins au Canada, c'est plus ou moins vrai parce qu'il y a eu quand même une Je ne parle pas d'absence de réflexion ici. Je dirais que les médias ont été en tout cas, moins soucieux de poser des questions à ce sujet. Et c'est comme si, depuis un an, je lisais aux États-Unis, dans la presse américaine, des comptes rendus, anecdotiques des fois, d'aventures sombres, de familles qui se retrouvent à apprendre que leur fils, dépressif depuis longtemps, a pris un rendez-vous et que c'était possible. Et puis de l'anecdote, on ne peut pas tirer des généralités. Mais donc, pour toutes ces raisons, comment se fait-il? Je n'ai pas de réponse, je vous pose la question. Mais quand j'ai fait partie de cette commission-là, qui était une commission pour le ministère de la Justice, donc c'était au fédéral, je faisais partie du comité, justement, aide médicale à mourir et puis maladie mentale, troubles mentaux. On n'a pas fait vraiment de recommandations, justement parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre, parce que c'est extrêmement délicat. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui souffre d'un trouble très, très sévère, qui est chronique, est-ce que cette personne-là devrait avoir accès à l'aide médicale à mourir? Bien, certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Là, le grand enjeu, évidemment, c'est que, par définition, la maladie mentale affecte le jugement, la volition, donc, y compris le désir de vivre. Donc, quand est-ce qu'une personne fait vraiment une réflexion éclairée, saine sur ses désirs de mourir? Quand est-ce que c'est le reflet d'une pathologie, d'une maladie mentale ou d'une... extrêmement difficile à départager. Extrêmement difficile à départager. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on arrivera à faire ça? Puis je ne dis pas qu'on aura la bonne... Pour la maladie mentale, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que c'est troublant. J'imagine la douleur de quelqu'un lucide sur lui-même ou sur elle-même, cette personne, et qui se dit « j'ai pas envie de vivre ma vie avec ça. » Au même titre qu'on pourrait dire à un condamné à la prison à perpétuité pour vrai. Qu'est-ce que tu préfères? Ton cachot ou la mort? Je pose encore une fois l'hypothèse qu'il peut être tenté de choisir. Il peut être tentant de choisir de mourir. Je ne sais pas si on va trouver une réponse à ça. Encore une fois, l'enjeu principal, c'est que c'est la volition puis le jugement qui sont affectés. Mais comme on dit, à partir du moment où quelqu'un vit avec une condition qui est chronique, qui est non traitable, même si on peut améliorer la qualité de vie, pour cette personne-là, peut-être que c'est insuffisant. Est-ce qu'elle pourrait décider de ce qu'elle fait avec sa vie, donc y compris choisir la mort? Je pense que c'est une question qui légitimement se pose. Dans quel contexte, selon quelle procédure, avec quelle évaluation, ça, je ne le saurais pas. C'est extrêmement complexe comme... Bien, c'est chose certaine. En tout cas, des gens qui souffrent de troubles psychologiques, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'il y en avait il y a 10 ans. Peut-être qu'on est plus capable ou à même de se diagnostiquer ou de se voir pour ce que nous sommes dans le miroir. J'ai envie de terminer là-dessus parce que l'époque est dure pour les gens. On a beaucoup parlé de la pandémie des 3 dernières années. Il reste que c'est probablement un épisode à hauteur de la vie d'un homme et d'une femme. C'est un épisode sans réel précédent. On n'a pas connu ça dans nos vies. Alors, il y a peut-être nos arrière-grands-parents qui ont connu la grippe espagnole, mais on devait aussi se comporter différemment à ce moment-là. Est-ce qu'on est plus fragile psychologiquement et collectivement? J'aurais tendance à dire que oui. J'aurais tendance à dire que chez les plus jeunes, puis je le vois chez mes étudiants, il y a une certaine fragilité qui, il y a peut-être 10-15 ans, n'était pas présente. Certains collègues disent que c'est la génération qui ont vécu sous les parents hélicoptères. Une collègue qui me disait qu'elle a reçu l'appel des parents d'une étudiante au doctorat pour se plaindre de la note
qui avait été donné À l'enfant, enfin pas l'enfant, à l'élève, l'étudiant. À l'adulte. Oui. À l'adulte, on est rendu à... 28, 29, 30 ça, ans là, donc, au doctorat. Donc, il y a peut-être un peu de ça, mais forcément, il y a aussi quand même une évolution dans les pratiques diagnostiques. Donc, il y a des tests qui sont beaucoup plus précis. Donc, on est plus en mesure de rendre compte de certaines... de l'incidence de certaines pathologies. Donc, on les voit alors qu'on ne les voyait pas nécessairement auparavant. On les définit mieux. Le TDAH, aujourd'hui, bon, on peut en parler longuement, à savoir si c'est surdiagnostiqué, mais avant, c'était l'élève fatigant qui traînait dans le coin. Donc, ça n'existait pas, on ne le comprenait pas. Même chose pour plusieurs troubles des apprentissages. La dyslexie, c'était un élève qui n'était pas discipliné. Aujourd'hui, on comprend bien que c'est un trouble neurocognitif, puis finalement, il y a une incapacité à fonctionner de façon adéquate en termes de lecture-écriture. Donc, il y a une évolution quand même. Mais je pense qu'il y a une certaine vulnérabilité. Il y a une exposition aussi très comparative via les médias sociaux. On se compare constamment. On est plus exposé à d'autres façons de vivre, peut-être, qui sont idéalisées, même utopiques. Ce qui aide pas. La performance aussi. La performance. Donc, il y a plusieurs éléments, mais ça, c'est toujours la grande question. Je pense qu'à chaque époque, on se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on est de plus en plus malade ou qu'on semble l'être? C'est une énorme question. Le problème, c'est qu'indépendamment de ça, c'est que les gens n'ont pas accès aux services. Aux soins. Aux soins. Ouais. Et là, on est vraiment carencé. Oui, on est carencé. Les listes d'attente, on a mentionné un peu plus tôt dans l'entretien, ils sont quasiment interminables, 6 mois, 24 mois dans le système public. Dans le système privé, maintenant, c'est des listes d'attente aussi qui sont très longues. Et puis, forcément, il y a une inéquité, c'est-à-dire que si vous avez un peu d'argent, bien, vous pouvez vous tourner vers le système privé. Si vous n'avez pas d'argent, parce que ce n'est pas financé par l'État, si vous n'avez pas d'argent, bien, vous avez 2 choix. Vous restez sur une liste d'attente qui est très longue ou bien vous prenez un médicament. Hein? Donc, ça mène à une surmédication aussi. Parce que le médecin c'est pas une vue de l'esprit quand on dit qu'on est surmédicamenté. Non, c'est-à-dire que c'est une des options, parmi les très peu nombreuses options qui nous restent pour avoir une espèce de soulagement aussi existentiel, symptomatique. Donc, les personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété, qui n'ont pas les moyens, qui sont sur une liste d'attente pour un psy au public, mais qui n'ont pas les moyens d'aller au privé, qu'est-ce qui reste comme option pour le médecin? C'est de prescrire un médicament. Il n'y a pas le choix, le médecin. Donc, on se retrouve avec des patients qui, en principe, pourraient répondre très adéquatement, même mieux à la psychothérapie, mais qui, à la place, prennent des médicaments. Encore faut-il avoir accès à la psychothérapie. Exact. C'est peut-être une manière un peu racoleuse de boucler notre entretien, Martin Drapeau, mais compte tenu de ce que vous nous avez dit, qu'a été votre condition psychologique en raison de ce que vous avez vécu, si vous n'aviez pas été ce que vous êtes, donc probablement avec des réseaux, des contacts, des gens qui ont pu vous aider, est-ce que l'expérience aurait pu être davantage traumatisante? C'est-à-dire si vous n'aviez pas été aidé? Elle l'aurait définitivement été. Définitivement été. Et puis, c'est difficile de quantifier le malheur des uns des autres, mais moi, j'ai trouvé ça très difficile. Il y a des gens qui vivent des choses bien pires que moi, bien pires. J'en vois en consultation des gens qui vivent des histoires d'horreur. Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est strictement impossible si on n'a pas le soutien. Moi, j'ai quand même le privilège, on a parlé de privilège, j'ai le privilège d'avoir accès à un réseau. Je connais les psychologues, donc j'ai des gens que je peux contacter ne serait-ce que pour parler, qui peuvent à la limite jouer même un rôle d'ami et de psychologue en même temps. Mais ultimement, j'ai choisi de prendre un psychologue qui était excellent aussi, là, qui m'a aidé, parce qu'il y a cette distance-là qu'un ami n'a pas nécessairement, mais ne pas avoir eu accès à ça, je pense, aurait été, d'une part, plus pénible, mais beaucoup plus chronique. C'est-à-dire que ça se serait étiré dans le temps. C'est indéniable. Vous avez su rebondir, donc? Oui, il y a des moments de rechute. Il y a des moments où on doute, on se questionne, parce que une des difficultés, c'est que, étant à l'université, bien, je suis constamment replongé dans ces enjeux-là. Donc, c'est pas comme si c'est retourner sur la scène du crime continuellement. Continuellement. Ça, c'est difficile. Donc, il y a toujours un stress quand il y a des réunions, des rencontres, savoir qu'est-ce qui va sortir cette fois. Parce que, comme je vous dis, on doute de soi beaucoup. Je me dis, je ne l'ai pas vu la première fois. Je n'ai pas vu venir ça du tout. Est-ce qu'il y a une autre bombe qui va m'arriver en pleine face encore une fois? Donc, on est un peu plus craintif. J'ai eu beaucoup d'aide, puis c'était difficile d'accepter ce qui s'est passé, mais aussi, je pense, puis ça me reste un peu en travers de la gorge, d'accepter que certaines personnes voyaient très bien ce qui se passait, me disaient même en privé, je suis avec toi, mais qui publiquement n'avaient pas le courage de prendre la parole. Ça, je pense que, en fait, le manque de courage, c'est une valeur qui
pour moi, enfin, est importante. Quand les gens manquaient de courage, ne prenaient pas la parole, ça, j'ai trouvé ça très difficile. Puis encore aujourd'hui, je trouve ça difficile. Quand les gens me disent, il y a une telle politique qui a été développée par la direction universitaire, je ne suis pas d'accord, mais parle-en. Oh non, je vais m'attirer des difficultés. Donc ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Surtout qu'on est dans un milieu universitaire, en principe. On est justement là. C'est notre job. C'est notre job. Je me fais la même réflexion. Quand est-ce qu'on se redresse puis on dit c'est à mon tour d'avoir du courage et qu'on assume de l'avoir? Bien, ce serait le temps. Maintenant. Il n'y a jamais de moment, c'est-à-dire que, bon, je pense un peu prétentieux de ma part à dire ça parce que c'est très personnel comme décision, c'est-à-dire qu'on peut être très craintif, des fois avec des bonnes raisons, comme par exemple les jeunes profs qui n'ont pas encore la permanence. Ils jouent un peu leur carrière, ils ont l'impression de jouer leur carrière. Malgré ça, je pense qu'à un moment donné, il faut, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut prendre la parole tout en sachant que les répercussions peuvent être fort désagréables. C'est ce que moi, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Mais je me serais voulu beaucoup plus, je pense, d'avoir été indifférent, d'avoir rien dit, que de prendre la parole. Je pense que pour moi, c'était important de dénoncer quelque chose que je trouvais dénonçable, répréhensible. Je terminerai là-dessus. Puis je comprends qu'il est très difficile de s'aimer soi-même en public. Mais est-ce que vous êtes fier d'avoir pris la balle au bon et de vous être tenu droit dans vos bottes? Oui, très fier. De plus en plus fier, d'autant plus que j'essaie de... vous savez, quand on parle de la psychologie du trauma, sans dire que j'ai vécu un trauma, là, on va dire une difficulté, il y a une post-croissance. Donc, c'est toujours une question. Puis certaines personnes arrivent à le faire, d'autres facilement, d'autres moins bien. Je pense que le fait aussi justement de pouvoir avoir... trouver une façon d'avoir un réseau de collègues, d'universitaires, mais aussi de chercheurs qui vont s'intéresser à ces questions-là. Donc, donc, c'est pas juste un événement que j'ai vécu dont je me sors, c'est vraiment, j'essaie d'en faire quelque chose qui peut-être éventuellement va peut-être... fait sens, qui va peut-être m'aider à le comprendre plus parce que je ne le comprends pas encore suffisamment, à mon avis, mais qui peut-être éventuellement va faire en sorte que d'autres ne vivent pas la même situation, puissent se permettre de prendre la parole. Ça, j'ai quand même beaucoup de satisfaction avec ça. Ben, j'en ai eu beaucoup, en tout cas, à converser avec vous aujourd'hui, Martin. C'était un vrai plaisir. Martin Drapeau, donc professeur à l'Université McGill, une histoire passionnante et aussi éclairante. Merci d'avoir été avec nous à Contact une fois encore. Dans le coin gauche de l'animateur, il y a son équipe. Il y a Marianne Grenon à la recherche, Lola Mal à la réalisation et Jean-Olivier Bégin qui fait la musique que vous entendez. Et j'aime souligner chaque fois qu'elle me plaît parce que c'est vrai. À très bientôt.